Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon vlog lecture du mois de février, où je vais vous parler comme d'habitude de toutes les lectures que je fais durant le mois. Puis je vous parle aussi des arrivées livresques, des unboxings et tout ce qui est un peu en rapport avec les livres et la lecture. J'ouvre ce vlog avec un petit unboxing puisque j'ai reçu ce livre dans ma boîte aux lettres. Alors je sais très bien ce que c'est puisque ce sont les éditions Point qui m'ont contacté sur Instagram pour me proposer de recevoir ce livre, et j'ai accepté parce que ça a l'air assez intriguant, donc je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Voilà, il s'agit de l'affaire Bramar de David Longo aux éditions Point. Donc c'est un livre qui a quand même reçu le prix du Polar européen 2024. L'attaché de presse me l'a vendu comme quelque chose qui a une plume quand même assez incroyable. Je vais vous lire la quatrième de couverture, ça sera peut-être plus simple. Corso Bramar est le plus jeune commissaire d'Italie. Sa vie se dissout lorsqu'un tueur en série s'en prend à sa femme et à sa fille. 20 ans plus tard, Corso, désormais enseignant, est toujours nargué par l'assassin qui lui envoie par la poste des extraits d'une chanson de Leonard Cohen. Mais dans sa dernière lettre, il commet une petite erreur. Juste de quoi ouvrir une brèche dans laquelle Bramar va s'engouffrer avec toute la force du désespoir. Donc voilà, on est sur une enquête un petit peu cold case qui se passe en Italie, notamment dans les Alpes italiennes. Et il paraît que l'écriture est sublime, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Alors par contre, sur le bandeau, il y a marqué le McCarthy italien. Et moi, Cormac McCarthy, j'avais lu 2 de ses livres. Alors j'ai pas lu La Route, mais j'ai lu No Country for Men et De si jolis chevaux. Ça n'avait pas été une grande réussite pour moi, Cormac McCarthy, donc bon, j'espère que là ça ira. Mais j'avoue que ça me fait un petit peu peur. A voir ce que ça donne. En tout cas, merci beaucoup aux éditions Pocket pour m'avoir envoyé ce livre et me faire confiance. Hello, je vous reprends, on est jeudi 6 février et je viens vous reparler d'un livre que j'ai terminé la semaine dernière, en fait dimanche, je l'ai terminé. Donc c'est Pour nous de Christian Pernoud, c'est aux éditions Tornada. Donc c'est un petit thriller que moi je qualifierais pas vraiment comme thriller, pour moi c'est plus un romantique suspense. En tout cas, l'histoire d'amour entre les 2 personnages est très présente. Pour vous parler un petit peu de l'histoire rapidement, on est sur une rencontre vraiment hyper cinématographique entre une femme et un homme, donc Matthew qui est scénariste à New York. Il travaille en étroite collaboration avec son meilleur ami Larry pour écrire des scénarios de séries télé et ça cartonne. Et donc il va faire la rencontre sur les trottoirs de Manhattan alors qu'il fait son jogging de Andrea. Andrea qui est une jeune femme californienne qui vient des montagnes de Californie, enfin un petit bled un peu paumé, et qui débarque à New York parce qu'elle doit faire un stage. Elle est prof de ski, elle doit faire un stage non loin de New York. Et elle cherche un Starbucks, voilà, ça c'est le début, elle cherche un Starbucks, elle ne le trouve pas, donc elle demande au premier passant qu'elle voit, donc c'est-à-dire Matthew, et là va y avoir cette rencontre. Lui il va se dire elle est incroyable, elle n'est pas comme les New-Yorkaises pressées, etc. Donc il va aller la rejoindre au Starbucks pour échanger un petit peu avec elle, apprendre à la connaître et pourquoi pas un petit peu plus. Donc on va assister à la naissance de cette idylle entre ces 2 jeunes gens, et bien sûr il va y avoir tout un tas d'événements en fait sur cette histoire d'amour qui grandit au fil des mois et des années. Et il y a quand même une ombre au tableau puisque le meilleur ami Larry, le meilleur ami de Matthew, qui va un jour débarquer dans son bureau pour lui dire j'arrête, je m'en vais, je suis en train de rechercher quelque chose, je fais des recherches sur un sujet, je peux pas t'en dire plus, mais j'arrête de bosser avec toi, tu vas devoir continuer tout seul, moi il faut que je m'isole un petit peu, enfin voilà. Donc il a plus de nouvelles de son meilleur ami Larry pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'il reçoive un texto lui indiquant de venir le voir parce qu'il a trouvé quelque chose, un secret, enfin je sais pas, quelque chose de compromettant, et donc Matthew va essayer de se rendre chez son meilleur ami, mais celui-ci a disparu et il y a des
types un petit peu louches qui traînent en bas de l'immeuble et qui sont aussi à la recherche de Larry. Donc voilà, donc il se dit qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est parti, il a disparu, mais bon, il s'inquiète pas plus que ça, il suit sa vie et son amour avec Andrea, mais régulièrement ils vont s'apercevoir qu'ils sont en train de se faire suivre, qu'il y a des gens qui cherchent à les intimider et qui recherchent Larry de manière un petit peu, voilà, un petit peu insistante, on va dire. Donc voilà un petit peu l'ombre au tableau qui plane. On va suivre l'histoire d'amour entre Andrea et Matthew avec les étapes, la rencontre avec les parents, enfin les beaux-parents des uns des autres, la demande d'un mariage, le mariage, la grossesse aussi, puisqu'ils vont avoir une petite fille, Fanny, qui va naître. Et ça, on le sait dès le premier chapitre, ce qui donne un peu l'eau à la bouche, c'est que Matthew, dès la naissance de sa fille, lorsqu'il va rentrer de la maternité jusqu'à chez lui dans son immeuble de Manhattan, il va sauter du 15e étage. Donc pourquoi est-ce qu'il a fait ce saut juste après la naissance de sa fille? Donc voilà, c'est tout un peu l'enjeu du roman. Alors bon, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop niais, beaucoup trop dans la romance, et c'était pas vraiment moi le genre de prédilection, hein. C'est pas ce que je recherche dans mes lectures, surtout quand on est chez Tornada, on est quand même sur du thriller, et là j'ai trouvé ça un petit peu mièvre, un petit peu cuculapraline, on est vraiment sur une idylle qui est très cliché, qui est très cinématographique. D'ailleurs, Matthew est scénariste de série, c'est pas pour rien. L'auteur le dit aussi dans ses remerciements qu'il s'est beaucoup inspiré avec des gens qui sont issus du monde du cinéma, donc ça se ressent, c'est très cinématographique. Après, ça se lit extrêmement bien, la plume est fluide, les chapitres sont très courts, donc vraiment, moi je l'ai dévoré en 3 jours, c'était très très rapide. Mais pour autant, j'ai pas trouvé que la menace qui planait sur le couple était si menaçante ou si méchante que ça. En tout cas, c'est censé être des gens qui sont des professionnels de la filature, de l'espionnage, des renseignements, tout ça. Et en fait, je les trouve très gauches, très un peu bracassés, puisqu'ils se font repérer quasi à chaque fois par le couple, qui eux ne sont pas du tout de ce milieu-là. Ils se font prendre en flagrant délit en train de fouiller dans le chalet d'Andrea, et enfin vraiment, tu te dis, mais ils sont absolument pas discrets. Donc voilà, ça fait un peu bande de bras cassés, et du coup ça enlevait un petit peu le côté un peu sombre, un peu mystérieux, un peu menaçant de l'intrigue. Donc bon, je l'ai lu, c'était pas non plus une catastrophe de lecture, mais enfin j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Voilà, c'était trop cucu, trop romance, et finalement toute l'intrigue autour du meilleur ami Larry était assez secondaire, j'ai trouvé, et puis le final, bon, m'a laissé un petit peu mi-figue mi-raisin. Voilà, donc c'était pas non plus une catastrophe de lecture, je me suis pas tailladé les veines, parce que ça se lit bien, c'est bien écrit, mais voilà, c'était pas, je pense que je suis pas le public pour ce genre de lecture très romantique, suspense, on va dire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous reprends, j'ai un petit unboxing à faire avec vous puisque j'ai reçu ce colis dans ma boîte aux lettres. Alors je sais ce que c'est, en plus c'est pas très gros, le packaging on reconnaît. C'est les éditions Tornada qui m'ont proposé de recevoir leur dernière parution. Donc c'est parti, découvrons ça ensemble. Il s'agit donc de Troubles Fêtes de Patrick S. Bast, donc aux éditions Tornada, et c'est un livre qui, alors je sais pas pourquoi ils le sortent maintenant, parce que moi je l'aurais sorti plutôt en novembre, décembre, puisque ça va se passer à un peu de temps, enfin aux veilles de Noël. Je vais vous lire le résumé. Au Bois Radieux, une cité sensible du 93, vivent notamment les Butel, une famille de marginaux, ainsi que Violette Grignon, une retraitée que l'existence a rendue extrêmement méfiante. La veille de Noël, Johnny Butel, âgé de 25 ans, dérobe les provisions d'un couple de seniors. La semaine suivante, il récidive avec sa voisine Violette, qui après avoir hésité a emporté un revolver pour se rendre au centre commercial. Les fêtes vont alors virer au cauchemar. On nous dit que c'est un roman palpitant, un engrenage implacable. Voilà. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que moi je le mettrais plus dans ma pile à lire de l'hiver pour, avant Noël en fait, tout simplement. Donc je pense pas le lire de suite.
Même si bien évidemment je remercie les éditions Tornada de me proposer à chaque fois de recevoir leur parution. Alors j'accepte pas tout, mais j'accepte quand même pas mal de leurs titres parce que ça m'intrigue et puis ça me permet aussi de découvrir des auteurs que je ne connais pas et potentiellement vous en faire découvrir aussi que vous connaissez pas, donc ça c'est plutôt cool. Et bien sûr toujours le petit marque-page Tornada qui va avec, donc merci beaucoup. Et celui-là il rejoindra ma pile à lire pour l'hiver prochain. Hello, je vous reprends, on est mardi 25 février, j'ai terminé 2 lectures, je sais pas ce que j'ai en ce moment au mois de février, mais je carbure niveau lecture et c'est trop bien, et j'espère garder ce rythme sur toute l'année 2025, là j'exploserai les compteurs, hein, c'est sûr. Donc j'ai 2 livres à vous présenter. Le premier c'est La Chasse de Bernard Mignot, c'est aux éditions Pocket et c'est le tome 7... il me semble, oui c'est ça, le tome 7 des enquêtes de Martin Servaz, donc ce commandant de la SRPJ de Toulouse. Et là on va être sur une enquête, ma foi, qui était vachement cool, puisque ça commence en fait avec un homme qui rentre tard dans la nuit sur une route d'Ariège, et manque de bol, il va percuter quelque chose, une créature qui semble être a priori un cerf, puisque ça a une tête de cerf avec des bois, sauf qu'il va se rendre compte qu'en fait ce n'est pas du tout un cerf, puisque c'est un être humain, un homme qui a une tête de cerf mise... c'est comme un masque en fait, mais visiblement le type s'est enfui de la forêt, il avait l'air terrorisé, en train de fuir quelque chose, c'est comme s'il était traqué, d'où le titre La Chasse. Donc évidemment Martin Servaz et son équipe va être missionnés sur cette enquête pour découvrir qui est ce jeune homme avec une tête de cerf qui a été projeté comme ça sous les roues de cette voiture. Qu'est-ce qu'il semblait fuir? Apparemment c'était un jeune qui avait disparu depuis un certain temps, et ça va les mener sur une enquête vachement plus complexe qu'il n'y paraît, en tout cas très politique, où en fait finalement ça va le mettre sur la piste des puissants et jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour se rendre justice soi-même ou pas. Il y a vraiment ce côté, ça va interroger quand même des faits de société, à savoir la justice telle qu'on la connaît, est-ce qu'elle fait vraiment la justice, est-ce qu'elle punit vraiment comme il faut, ou est-ce que certaines personnes sont peut-être plus corrompues que d'autres, etc. dans les hautes instances de la police, de la justice, voilà. Et c'était super intéressant, et en plus de ça, il va dépeindre aussi tout un contexte social qui est au bord de l'explosion, puisqu'on est vraiment sur des émeutes de quartier, sur des flics qui se font caillasser. Ça va interroger aussi ce métier de flic que aime tant Martin Servaz, mais qui finalement est assez mal aimé de la population, des citoyens qui ont peur, qui méprisent la police, etc. Et tout ça est sur fond d'un contexte autour du Covid, puisque alors même si c'est un petit peu présent, c'est quand même pas très marqué non plus. L'intrigue se situe en 2020, donc on a quelques références à droite à gauche sur le port du masque, sur les autorisations de sortie, auto-attestation, voilà, c'était quand même assez aberrant quand on y pense. Sur les couvre-feux, enfin ce genre de choses. Et voilà, et puis j'ai adoré bien sûr retrouver ma ville, hein, puisque ça se passe quand même globalement dans les rues de Toulouse. On va avoir un personnage aussi assez intéressant qui est donc la journaliste, alors qui n'est pas la Dépêche du Midi, mais que tu comprends que c'est un peu une journaliste dans cet esprit-là, qui va enquêter aussi de son côté, qui va mettre un petit peu des bâtons dans les roues de la police, et on va jouer sur des faux semblants, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une taupe aussi au sein de l'équipe? Enfin voilà, c'était assez à tiroir comme ça, assez intriguant. Moi j'avais envie de savoir la suite. En plus Bernard Mignot a une plume quand même hyper addictive. Moi je trouve qu'il arrive à te dépeindre des personnages, une ambiance, des lieux, etc. Ce qui fait que tu es complètement immergé et happé par l'histoire, et tu as envie de savoir la suite, donc tu tournes les pages, ça se lit tout seul. Et puis en plus de ça, moi j'adore retrouver des lieux que je connais par cœur en fait, donc ça me fait toujours un petit peu bizarre, mais c'est toujours cool.
Qu'est-ce que je peux dire de plus que moi j'aime beaucoup, même s'il y a des fois on peut reprocher à Bernard Minier le fait de mettre, comment dire, ses propres avis quelque part un peu trop en avant dans le livre, même s'il dit dans la préface que tous les avis des personnages ne sont pas forcément les siens, il le dit dans les remerciements, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on lui a souvent reproché. Mais bon, des fois, on est en droit de se poser la question, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même... il met pas mal de politique et de questionnement en fait sur la société, et je trouve ça hyper intéressant. Après, est-ce que ça vieillira bien? Parce que c'est quand même très ancré dans l'époque en fait. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, moi j'ai passé un excellent moment. C'était une très très bonne enquête qui soulève quand même pas mal de questions. C'était bien traité et je lirai la suite avec grand plaisir. Comme à chaque fois, hein, puisque moi c'est une tradition, j'aime bien lire une enquête de Martin Servaz, toujours en début d'année, là, vers janvier-février, c'est un peu ma tradition. Donc voilà, je lirai le prochain, l'année prochaine. Il y a le nouveau, d'ailleurs, le tome... alors ça, c'était le tome 7, 8, donc le 9, là, qui va sortir en grand format chez XO Édition, qui s'appelle H comme Hirtman, qui est donc le grand méchant de certains des tomes. Je crois que c'était dans le tome 1 et dans le tome 4, si je dis bien. Voilà, donc en tout cas il a vraiment ce don aussi de faire des méchants qui sont hyper charismatiques, hyper glaçants, et dans celui-ci il y en a aussi un grand méchant qui fait bien flipper, donc c'est super, c'est bien campé, c'est bien écrit, donc moi j'adore. Je sais que Bernard Minier ne fait pas l'unanimité, mais que voulez-vous, moi j'aime beaucoup. Je continue avec le deuxième livre que j'ai lu, c'est un service presse qui m'a gentiment été proposé par les éditions Point. Donc c'est l'affaire Bramar de David Longo aux éditions Point. Et donc c'est un thriller italien qui m'a été vendu avec une plume incroyable. Alors j'avoue que la plume est plutôt pas mal. Donc pour l'histoire, on est donc en Italie, dans les Alpes italiennes, pas loin de Turin. On va suivre Corso Bramar qui était un commissaire de police à l'époque, il y a 20 ans, et sa vie a basculé le jour où le tueur en série qu'il traquait a tué sa femme et sa fille, et donc du coup depuis il ne cesse de le narguer en lui envoyant des lettres composées de chansons, enfin des extraits de chansons de Leonard Cohen, et chaque année il reçoit une lettre qui est timbrée d'un pays différent. Et depuis 20 ans, Corso Bramar, bien sûr, sa vie a complètement sombré, il est clairement en dépression, quoi. Il a quitté le métier de policier pour devenir enseignant dans un collège. Il broie du noir, il est un peu, voilà, très solitaire, c'est un personnage très taiseux qui expie un petit peu son mal-être à travers la randonnée, comme une expiation un petit peu de cette souffrance psychologique qu'il retransmet dans ce dépassement physique d'aller randonner dans les Alpes. Et en fait, cette année-là, enfin 20 ans plus tard, le fameux tueur en série qui s'appelle Autonal, en tout cas c'est le nom qu'il lui avait donné à l'époque, a laissé un indice, enfin en tout cas il a commis une erreur dans sa dernière lettre qu'il a envoyée, et ni une ni deux, Corso Bramar va s'engouffrer dans la brèche, aidé par son ancien élève Arkady Pan, qui lui-même est devenu du coup le commissaire de police en titre. Et donc Arkady Pan a quand même une affection pour son mentor, un peu amour vache, que j'ai bien aimé d'ailleurs, cette relation entre les deux. Et du coup bien évidemment qu'il va aider Corso Bramar enfin en tout cas lui donner les moyens pour résoudre cette enquête, et enfin remonter jusqu'à ce fameux tueur en série. Et alors c'était très très bien écrit, j'ai beaucoup aimé la plume qui est sans fioriture, qui est très belle. En fait avec peu de mots, l'auteur arrive à te dépeindre pas mal de choses, mais tout est dans la suggestion, rien n'est trop décrit, et on est vraiment dans l'imaginaire du lecteur, et ça j'ai beaucoup aimé. Par contre on doit être quand même dans une lecture attentive, il faut être quand même un petit peu concentré, parce qu'au détour d'une phrase il nous donne un indice mais il ne le répète pas forcément après, tout est quand même hyper bien dosé. Du coup il faut rester concentré quand même quand on lit ce livre pour ne pas perdre les éléments importants en fait. Mais c'était plutôt bien construit. Après c'est voilà, vraiment un univers, enfin l'ambiance est quand même hyper mélancolique, assez sombre.
On est vraiment avec un personnage très charismatique mais brisé, c'est un personnage taiseux, très taciturne, mais tu sens quand même qu'il a un bon fond. C'est quand même très masculin, je sais pas, l'ambiance est très masculine, même dans la description des personnages féminins qui étaient très male gaze parfois, donc c'est peut-être le seul petit bémol que je peux lui reprocher. Mais en tout cas c'était très sympathique, j'ai beaucoup aimé cette enquête et je lirai la suite puisqu'il y aura d'autres histoires avec Arcadie Pan et Corso. Avec plaisir à l'occasion, si l'occasion se présente, je lirai la suite avec plaisir et puis voilà, en tout cas moi je vous le recommande de découvrir David Longo parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude de lire du thriller italien et j'ai beaucoup aimé aussi les paysages des Alpes italiennes, donc voilà, c'était plutôt chouette. Hey, salut, on est vendredi 28 février et je vais clôturer ce vlog ici, mais j'ai 2 lectures à vous parler puisque j'ai terminé 2 livres entre temps depuis le précédent clip. C'est ouf, vraiment mon rythme de lecture au mois de février a été dinguissime. J'ai lu 5 livres alors que c'est un tout petit mois qui se fait 28 jours, mais j'ai quand même bien carburé, donc je suis super contente. Donc sans plus tarder, je vais vous parler donc de ces 2 dernières lectures du mois de février. Donc la première, c'est le dernier tome des enquêtes d'Erlendur de Arnaldur Indridason. C'est publié aux éditions Point et en fait c'est cette fameuse bricasse qui regroupe donc les 3 premiers tomes d'Erlendur. Donc il y avait La Cité des Jarres, le tome 1 que j'avais lu au mois de décembre, La Femme en... ouais c'est ça, La Femme en Vert qui est le tome 2 que j'ai lu donc en janvier, et là j'ai terminé avec le 3e tome, La Voix, en février, et je suis très contente d'avoir lu cette trilogie là sur ces 3 derniers mois, même si c'est vrai que La Voix, ce 3e et dernier tome, elle mériterait quand même d'être lue en décembre parce que ça se passe à la veille des fêtes de fin d'année, de Noël. Donc bon, il y a toute cette ambiance un petit peu noëlesque qui se dégage de ce 3e tome. De quoi ça parle ce 3e tome justement? Donc on va être dans un hôtel. Cette fois-ci on est vraiment dans un huis clos, dans un hôtel qui a l'air de prime abord assez luxueux, en fait très grand, très vaste. Mais si tu regardes un peu plus dans les détails, il tombe un petit peu en désuétude. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi je me le représentais et j'ai beaucoup aimé l'hôtel comme huis clos, presque comme un personnage à part entière de cette histoire. Et donc va y avoir le portier qui va être retrouvé assassiné dans sa chambre slash KGB au sous-sol. Et il se trouve que le portier il est fait aussi homme à tout faire, et notamment il se déguise en Père Noël pour l'arbre de Noël des enfants du personnel de l'hôtel, et il était attendu justement pour venir jouer le Père Noël, sauf que en fait la femme de ménage qui va aller le chercher va le découvrir mort, poignardé dans sa chambre, habillé donc avec le costume du Père Noël et la zigounette à l'air avec un préservatif au bout. Donc déjà t'as la scène de crime qui est assez spectaculaire, hein, comme à chaque fois je trouve qu'Arnaldur Indridason il nous fait des scènes d'introduction, des scènes de crime ou des phrases d'accroche qui sont hyper percutantes, hyper graphiques. Alors c'est quand même assez sombre, hein, donc c'est peut-être pas à mettre entre les mains des plus sensibles on va dire. Mais voilà, on est sur quand même du roman policier adulte. Et donc il va enquêter. Donc Arnaldur va aller sur place dans cet hôtel pour enquêter sur la mort de ce portier. Et il va être bien sûr épaulé par ses 2 acolytes, Elinborg, la femme, et Sigurdur Oli, l'homme. Alors c'est un peu difficile à prononcer évidemment, c'est des noms islandais, ça se passe à Reykjavik. Et en fait Erlendur, comme il a un peu le cafard à l'approche des fêtes de fin d'année, il aime pas trop ça, ça lui rappelle justement un événement qui s'est passé traumatique dans sa famille il y a longtemps. Il aime pas passer les fêtes de fin d'année, c'est quelqu'un d'assez solitaire, qui est un petit peu cassé par la vie, hein, on le sait. Et donc il n'a pas envie de rester chez lui, donc il se dit bah écoute, tant qu'à enquêter, autant aller sur place et du coup prendre une chambre dans cet hôtel, comme ça au moins il va pouvoir interroger tout le personnel et être sur place pour avoir un petit peu l'ambiance
de cet hôtel. Donc on est vraiment dans ce huis clos. Évidemment il y a des personnages comme ses acolytes, enfin ses associés, enfin son équipe d'enquêteurs qui vont entrer, sortir de l'hôtel pour lui rapporter des informations. Il y a aussi des témoins qui vont venir le rencontrer à l'hôtel, etc. Donc on voit des gens qui passent, qui sortent, qui rentrent, mais lui il va rester dedans et il va vraiment enquêter à l'intérieur de cet hôtel. Donc il y a vraiment ce côté enfermement, même si quelque part c'est un hôtel qui est très grand, et on a toute cette galerie de personnages, de personnel qui sont quand même assez particuliers, hein. Voilà, chacun a un peu ses secrets et ses côtés sombres, on va dire. Là on va aborder quand même des thématiques difficiles, hein, comme à chaque fois. Dans le tome 1 c'était le viol, dans le tome 2 c'était les violences conjugales. Ici on va aborder le thème de la pédophilie, de la prostitution, de la drogue, évidemment il y a un meurtre. Bon voilà, on est quand même sur des sujets quand même assez sensibles. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé cette enquête. C'est pas ma préférée, je pense, des trois. Je pense que ma préférée, ça reste quand même La Femme en Vert, le tome 2, qui était vraiment génial parce qu'il y avait une alternance passé-présent entre le présent, l'enquête avec Erland Dur, et le passé dans les années 40, en pleine guerre mondiale, on va dire. Donc voilà, j'ai quand même préféré La Femme en Vert, mais ce troisième tome était quand même assez sympathique. En tout cas, je suis ravie d'avoir découvert Arnaldur Indridason, qui a vraiment une plume tellement efficace. Il fait des intrigues super bien ficelées, il y a de la psychologie dans les personnages, enfin vraiment c'était cool, et à chaque fois c'est une proposition différente d'intrigue qui fonctionne très bien. Donc vraiment pour moi c'est une très bonne découverte. C'est un excellent auteur de romans policiers, donc vraiment n'hésitez pas à découvrir cet auteur. Et voilà, c'est tout ce que je peux en dire, mais vraiment c'était chouette. Le deuxième roman que j'ai terminé récemment, c'est un petit roman de chez Tornada, c'est Game Over de Isabelle Villain. C'est un service presse qui m'avait été gentiment envoyé par la maison d'édition Tornada. Et alors j'avoue que je ne savais pas que c'était un 6e et dernier tome de la saga de la commandante enquêtrice Rebecca de Lost, qui est donc commandante à la brigade criminelle de Paris, au Bastion. Et en fait, voilà, c'est sa dernière enquête et ça je ne le savais pas. Alors, est-ce que ça peut se lire indépendamment? Je pense oui, même si je sens qu'il m'a manqué un peu des références par rapport aux épisodes précédents, et notamment avec sa relation avec son équipe, avec les autres membres de son équipe. Et puis, on va dire, ses liens affectifs dans sa famille, ce genre de choses. Il me manquait un peu de fil rouge pour ça. Bon, après, c'était pas gênant non plus pour lire cette histoire, qui est quand même une enquête à part entière, qui était plutôt intéressante. La proposition, j'ai trouvé ça intéressant. Et je trouve que la 4e de couverture, en fait, résume assez mal, en fait. Moi, j'avais pas trop compris ça. En fait, je crois que j'avais pas compris la 4e de couverture. Alors, je vais essayer d'en faire un meilleur résumé. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Donc on est donc à Paris, et la brigade criminelle, donc Rebecca et son équipe, vont s'apercevoir qu'il y a des crimes similaires qui se passent à 2 endroits différents le même jour, à peu près à la même heure, et ces 2 personnes, enfin les victimes ont le même type de profil. Donc au départ ça va être 2 vieux monsieur qui vont mourir d'un bout à l'autre de Paris, mais voilà, ils ont le même profil. Et c'est le même jour, à peu près la même heure. Ensuite, une semaine plus tard, ça va être des vieilles dames. Après, ça va être des femmes d'âge moyen, d'une quarantaine d'années, on va dire. Puis ensuite, des petites filles. Enfin voilà, donc ils vont se dire, il y a quelque chose, il y a un duo de tueurs, puisque à chaque fois, il y en a 2. Des victimes qui sont retrouvées, donc ils vont faire le rapprochement et se dire que potentiellement il y a 2 tueurs en série qui sévissent et qui peut-être font une sorte de jeu. Alors on pense aussi au jeu des 7 familles, le grand-père, la grand-mère, la mère, la fille, enfin voilà. Et donc ils vont essayer d'enquêter pour retrouver ces 2 meurtriers, sachant qu'il y en a un qui semble peut-être plus faible entre guillemets que l'autre. Ils vont l'appeler l'alpha et l'oméga. Donc l'oméga, ça serait peut-être celui qui a un peu plus de mal à tuer, qui est moins téméraire, qui est moins violent dans le passage à l'acte, qui tue peut-être par derrière aussi, pour justement ne pas avoir le regard de sa victime. Peut-être qu'il peut potentiellement plus facilement craquer que l'autre.
Donc voilà, ils vont essayer de remonter cette piste-là. Et en parallèle de ça, on a une sous-intrigue autour de la mort de la grand-mère de Rebecca qui est décédée, et Rebecca va aller un petit peu vider les affaires de sa grand-mère dans sa maison, et elle va découvrir un vieux violon qui semble caché au fond d'une armoire. Un violon qui semble avoir de la valeur et qui semble avoir appartenu à quelqu'un en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, voilà. Donc on a cette sous-intrigue qui pour moi n'apportait absolument rien au récit, et quand on était dans cette deuxième intrigue, ben, en fait j'avais envie de passer pour arriver, pour revenir en fait à l'enquête principale avec ces deux tueurs en série qui m'intéressaient beaucoup plus, et toute cette histoire autour du violon, voilà, ça m'a pas du tout passionnée et ça n'apportait rien. Alors peut-être que si on a lu les précédents tomes, du coup il y a un lien avec Rebecca, sa famille, je sais pas, mais en tout cas moi, pour moi ça m'a pas intéressé. Donc voilà, c'était une lecture somme toute sympathique, divertissante, mais qui n'est pas un coup de cœur. Ça restera pas gravé dans ma mémoire à tout jamais, mais en tout cas voilà, j'ai passé quand même un bon moment de lecture. J'ai bien aimé cette enquête, cette proposition de tueur en série avec un espèce de jeu macabre comme ça. C'était assez intéressant, mais voilà, après je pense pas lire les autres. Ça clôture bien la série. Je pense que pour ceux qui ont lu les précédents tomes, c'est un très bon final de saga. Mais voilà, c'était sympa, mais sans plus. Bon, désolée si le cadre a changé, mais j'ai ma carte SD qui était pleine, de chez pleine, donc j'ai dû la vider, donc possiblement que le cadre n'est plus le même. Enfin, c'était juste pour conclure cette vidéo. C'en est tout pour moi pour cette vidéo bilan lecture vlog du mois de février. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez lu au mois de février. Je serais ravie d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!